Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Oui, c'est l'été. Et qui dit l'été, c'est s'amuser, découvrir des trucs. Moi, pour ma part, j'écoute plus de musique l'été et beaucoup de chansons parce que j'aime les chansons. J'adore ce format musical depuis toujours. Avez-vous déjà essayé d'écrire une chanson? Parce que certaines personnes sont capables de s'amuser avec cet exercice. Pour ma part, j'en suis littéralement incapable. Après avoir enfilé 4 mots en ligne, j'ai toujours l'impression que c'est la pire chose que l'humanité a créée. Et j'abandonne, tout simplement. Parce que cette façon de faire des courts-métrages audio, de mettre des mots sur une mélodie et le tout avec une courte durée, ça m'impressionne. Et je fais partie de ces étranges gens qui portent attention aux paroles dès la première écoute. Souvent, les gens se laissent charmer par la mélodie ou encore le rythme. Et le texte devient souvent une chose complètement secondaire. Et après plusieurs observations, je pourrais dire que ma conclusion est assez simple. Beaucoup de gens écoutent une chanson, mais ne l'entendent pas vraiment. Eh bien, mon invité d'aujourd'hui a ce talent de se faire entendre dès les premières notes. Pas besoin d'un livret avec les paroles pour comprendre son univers. Ses chansons sont articulées, rondes, expressive et terriblement touchante. Chers amis, Monsieur Philippe B. Philippe B est un auteur-compositeur francophone originaire de Rouyn-Noranda. Philippe B s'applique à fabriquer des chansons pop classiques qui transcendent le temps. Sacré auteur-compositeur de l'année au Gala de la Disque en 2014 pour Ornithologie la nuit, Philippe B a rappliqué avec un 5e album en carrière, La Grande Nuit vidéo, paru en mai 2017 via Bon Sound. Alors qu'il avait exploré à travers l'échantillonnage les œuvres de compositeurs célèbres sur l'album Variations fantômes, et qu'il avait opté pour poser des instruments avant au centre de la trame sonore nocturne d'Ornithologie la nuit, l'artiste s'est tourné cette fois-ci vers des arrangements de cordes originaux et d'inspiration cinématographique. Ce plus récent long jeu, nommé sur la longue liste des prix de musique Polaris 2017, a confirmé d'emblée que Philippe B est l'un des grands auteurs, compositeurs, interprètes québécois et un artiste majeur de la chanson. Philippe B a mis en œuvre ses talents à bon escient en assurant la réalisation d'albums pour le groupe Groenland, Isabelle Boulay, les Sœurs Boulay et Carl-Éric Hudon. L'auteur-compositeur-interprète encensé par la critique a également composé la bande sonore de 2 films d'Éric Morin, Chasse au Godard d'Abitibi en 2013 et Nous sommes Gold en 2019. Il travaille présentement sur la création d'un nouvel album. Voici ma discussion avec Philippe B. Puis... Et on y va, man. Ouais, c'est ça, mais de façon générale, tu préfères... T'as-tu des consignes de manière de répondre? T'as pas besoin... Toi, tu gardes toute ta conversation. T'as pas besoin que je répète les questions. Non, mais je peux te répéter les questions au fur et à mesure. Mais tu sais, des fois, ils disent comme... Je te pose une question, puis là, répète la question dans la... Intègre la question. Non. OK. Là, on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui. Mais, OK, donc, Phil, c'est ta première participation à un vrai podcast, non? Un vrai podcast, oui. J'en ai pas fait d'autres. OK. Sinon, des entrevues plus officielles dans lesquelles tu viens justement parler d'un nouveau disque, parler d'un... Oui. J'ai fait ça beaucoup à travers les années. La radio, évidemment. J'ai fait très peu de télé. La télé, c'est toujours très rapide. On dit que la radio est plus... d'espace, puis on a le temps de ci puis ça, mais quand même, mon expérience émotive,
la sensation, c'était quand même très accéléré, même à la radio. Ah oui, je sais. Souvent, il y avait une prestation, fait que là, on est comme focusé sur la prestation. Ensuite, on revient de la pause, une entrevue. Puis là, j'ai l'impression on va prendre notre temps, puis ça va vite quand même. Oui, puis ça va vite, puis on a toujours aussi l'espèce de compteur qui est en superficie, puis là, que tu joues ta pièce, tu finis, puis après, tu vois l'espèce de 3 minutes ou 4 minutes, peu importe qu'est-ce qu'ils choisissent, puis là, dans laquelle tu dois essayer d'amener toutes tes informations, pas trop de flafla. Mine de rien, la radio, c'est un peu stressant. Oui, c'est ça. C'est supposé être plus lousse évidemment, que la télé, là, qui est très, très serrée. Mais, la télé, ça, c'est encore pire. Ouais. C'est pire. Mais tu sens quand même à la radio que tu réponds, puis que la personne qui t'écoute, de façon qu'il y a une belle écoute active, a quand même un œil sur son compteur chrono. tout le temps. Ben oui. Puis je pense que ça fait partie un peu partie du show, puis on a toujours l'idée que c'est de la radio, c'est live, les gens l'écoutent. Bon, là, il y a toute cette idée-là où est-ce qu'on veut garder le public qui est toujours présent, alors que le podcast, ben, c'est une petite révolution qui s'est faite avec ça, dans laquelle les gens maintenant vont aller choisir ce qu'ils veulent, l'écoutent pas, puis moi, je suis le premier à en écouter. T'en écoutes-tu beaucoup? Moi, non, j'ai pas écouté beaucoup de ça. Dans la vie, t'en écoutais pas un consommateur? Ça me surprend. Non, j'écoute... la musique à la maison, même, c'était difficile d'avoir, même surtout les premières années, là, d'être papa à la maison. Quand j'ai l'espace d'être tout seul, je fais de la musique, ben toi aussi, là, mais je fais de la musique, puis entre les temps que je travaille sur ma musique, je mets pas de la musique parce que ça m'empêche de continuer le travail, d'avoir la chanson que j'ai dans la tête, de travailler tout ça, je la remplace par l'autre chose. Maintenant que je fais des petites runs de voiture pour aller à la garderie, tout ça, ben je fais comme tout le monde, de la musique dans l'auto. Mais des longs podcasts, non, on dirait que j'ai pas. J'écoute de la télé, j'écoute le sport, hein, ce qui est une affaire qui bouffe qui est chronophage, Ouais, puis t'es un bon... Mais même à ça, j'aurais pensé, peut-être justement, parce que t'aimes le sport, tu écoutes un podcast de sportif, il y en a tellement. D'ailleurs, j'avais reçu David Bocage, qui est Drette sur le tape, qui est un podcast de hockey, qui est en fait un peu fait sur mesure pour toi, parce que c'est pas juste le Canadien de Montréal, parce il parle de toutes sortes de sujets. Ben non, il parle vraiment de hockey seulement, mais il va dans toutes les équipes, il va chercher des... complets, oui. Exactement, puis c'est vraiment des beaux sujets dans lesquels il reçoit des joueurs, ou même diverses personnes, puis là, ce sont seulement des histoires de hockey. Ouais, puis c'est le fun, puis c'est toujours fait dans le respect, puis c'est toujours agréable, parce que si on écoute des émissions de hockey qu'on connaît, les plus populaires, ça revire un peu dans le chaos, puis ça revire un peu dans des bitcheries. Oui, puis ça se tient, ça fait plus conversation de taverne là, qu'on se chicane sur des affaires. Ça, t'en écoutes pas? Non, j'ai écouté ça très peu. J'ai regardé des affaires de politique beaucoup sur 538, des genres... C'est pas loin du podcast dans la mesure où il y a des vidéos. À un moment donné, ils sont 4 en vidéo, puis ils font ils décortiquent le thème de la semaine et tout ça. Ça, je l'ai fait là, surtout dans les moments pivots de campagne électorale, après la campagne électorale ou au moment du coup d'État, la tentative, etc. Dans les moments de politique américaine, beaucoup, c'est peut-être ça que j'ai plus écouté, qui ressemble plus à des podcasts. Un petit peu Ezra Koenig, qui est le chanteur de Vampire Weekend, à un moment donné, qui a parti un petit truc aussi. Puis c'était comique parce que c'était avec d'autres amis musiciens mélomanes, puis il met des chansons, il décortique les chansons, il s'ostine sur les chansons, essayer d'expliquer à un moment donné une montée de lait parce que son collègue est assez... disons qu'il dit que lui, la chanson Alléluia de Leonard Cohen, ça le laisse plutôt sur son appétit. Il est comme, c'est correct. Indifférence. Ouais, il est comme... Ezra Koenig est comme mystifié. Attends une minute, moi, te lire le texte de la chanson. Puis il est comme, it's fine. C'était pas pire. C'est pas pire, en effet. Non, j'aurais aimé ça, je veux dire, écrire une chanson comme ça, c'est quand même pas si pire à mettre dans ton pedigree. Oui. Mais écoute, man, merci d'être là. Je suis content, premièrement, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je pense que ça fait... La dernière fois, c'est il y a 2 ans. Puis c'était à mon anniversaire... je veux pas dire raté, là, c'était mes 40 ans, mais c'était la pandémie, on pouvait pas se voir, c'était l'hiver. Puis ma blonde avait organisé quelque chose, ça a floppé, un gros événement qui a floppé. Puis finalement, on s'est vu dans la ruelle à moins 25. T'es quand même passé, puis j'apprécie. Mais ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. Puis là, depuis le temps, les choses ont évolué, si on peut dire ainsi. Ouais. Écoute, on va aller quand même, ça te dérange pas, on va essayer de brosser un peu le portrait général de la personne que tu es.
Philippe B, qui veut dire Philippe Bergeron. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que les gens, parce qu'il y avait eu... Peux-tu m'expliquer un peu l'histoire de B, parce que ça vient à cause d'un autre musicien qui s'appelait Philippe Brault, Philippe B. Est-ce qu'il y a encore des confusions? Il ne doit plus en avoir. Ça doit être assez clair maintenant dans le milieu. Là. La confusion avec... c'est venu après, parce que je dirais qu'au départ, c'est un heureux hasard. Je pense que j'avais pas vraiment cette collaboration-là avec Brault tant que ça. Dans l'orchestre qui accompagnait Pierre Lapointe. Là. C'était vraiment parce que j'avais de la misère avec le Bergeron comme d'un point de vue, comment dire, vraiment strict, froidement marketing. Là. Ouais. C'est comme, tu essaies d'imaginer quelque chose dans l'univers, ouais. Puis Philippe Bergeron, sur un poster, sur une pochette de disque, je le voyais pas bien. Okay, il y a des noms comme ça, puis je juge pas les autres. Là, on dirait que Jean-François Ménard, c'est comme un bon nom à avoir dans la vie, mais comme... Pour une autre sorte de métier, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme Bergeron, il est trop long. Puis là, je cherchais... J'étais très jaloux de ces gens qui ont déjà un vrai surnom cool intégré, là. Oh, man. Qui se font déjà appeler le Husky puis Cœur de Pirate. Puis tout ça, ouais, c'est ça. intéressant. Ouais. Moi, j'avais pas d'inventer un, j'en avais pas. Puis inventer un surnom, il y a un âge à un certain moment, tu dis non, là, je pense qu'on peut plus. J'ai pas 14 ans. C'est ça, même Tire le Coyote, Benoît de son prénom, lui, il a sorti un peu tard son surnom. Puis même aujourd'hui, les gens Tire le Coyote, c'est comme entre les deux, il est un peu entre les deux. Il utilise son vrai nom. Puis... Il y avait plus une ambiguïté dans la mesure où il essayait il y a toujours voulu. Il y a des gens qui présentent ça comme ça, c'est-à-dire que c'est des projets, mais ils sont comme la seule personne constante dans le projet, mais ils se voient plus comme un band dont ils sont le leader. Il y a quelques exemples comme ça là, aux États-Unis et tout ça. Mais vraiment, moi, j'étais sous le modèle vraiment auteur-compositeur. Je me voyais pas dire c'est mon band. Là, je veux dire, j'avais pas de musicien qui m'accompagnait régulièrement. Puis, fait que j'avais pas ça. On avait joué avec ça un peu dans Gwenwed. Dans les pochettes de disques, on mettait des pseudonymes. Ah oui, pour le plaisir. Tout le monde en avait. Moi, j'en avais pas. Fallait un peu d'en inventer un pour... c'était beaucoup plus pour la pochette seulement que dans la vie. Là. On s'appelait pas comme ça dans la vie. C'était quoi ton surnom? On avait justement fait Phil B, puis on rajoutait un mot à la fin. Ça changeait tout le temps. Phil B quelque chose, Phil B... Ben ouais. Fait qu'on inventait un genre d'adjectif qu'on mettait après. Puis les autres, c'était vraiment des fabrications pour la pochette, un peu parce qu'on aimait les Frank Black de ce monde, tu sais, que c'est pas Black Francis. À chaque album, il changeait de nom, il s'inventait, il modifiait son pseudonyme. Fait que c'était vraiment comme un peu un jeu pour la pochette. Fait qu'il y avait déjà eu ça, le B, qui était plus comme qui avait l'air du George W. Bush, là, plus la lettre du milieu. Là. C'est ça, ouais. Donc j'ai repris ça en étant vraiment comme... Pour moi, c'était comme le moins pire des deux. C'est-à-dire, j'étais pas satisfait. J'étais pas genre, je trouve ça cool. Juste comme... C'est le mieux que j'ai trouvé parce que j'aurais aimé ça m'appeler une affaire poétique. Là. Puis même toi, à part pour des trucs gouvernementaux que tu dois dire Philippe Bergeron, même dans la vraie vie, tu te présentes comme Philippe B. Là. À des gens, oui, parce que j'ai cette vie-là, j'ai des acquis comme que les gens sont capables de... Si j'ai une conversation avec quelqu'un que je rencontre, va être capable de me replacer. Non, c'est ça. Je donne cette information-là. On part pas de zéro. Ah oui, Philippe B, OK, fait que tu fais de la chanson, tu fais ci, tu fais ça. Si je dis Bergeron, c'est pas grave, mais j'ai pas... il est comme plus anonyme. T'sais. Ben ouais, non. Mais comme moi, je dis Fred Lambert à tout le monde. Je me souviens pas la dernière fois que je dis mon prénom au complet. Frédéric, ça pas beaucoup. Ben non, c'est long. C'est long à dire. Moi c'est la réponse courte à ce que je viens de te donner, là, que je disais au début, pourquoi Philippe B? Je disais parce que Bergeron, c'est trop long. Ah ouais, point final. Mais là, regarde... Je me disais, pauvre graphiste, là, c'est boring à parler. Alors, j'avoue. Mais là, t'es un auteur-compositeur francophone qui vient de Rouyn-Noranda, mais avant de devenir Philippe B, t'étais Philippe Bergeron, petit garçon qui a grandi dans ce coin-là, qui a appris la musique... De quelle façon? Ça, d'ailleurs, on n'en a jamais parlé. C'est parti d'où, ce truc-là? Parce que dans la famille, il n'y a pas vraiment de musicien, à ce que je sache. Non, ma soeur prenait des cours de piano. Il y avait un piano dans la maison. Il y avait une guitare qui était une ancienne guitare à mon père. Une guitare classique qui manque des cordes dessus. C'est quand même utile. Ça sert à démystifier, à se mettre l'instrument en main. Le vrai moment où j'ai joué de la musique, c'est secondaire 3, donc c'est tard, comparé à des gens qui font des formations de longue durée. Puis... Éric Morin, qui était batteur,
qui est devenu le drummer de Gwen Wed. Lui, il jouait du drum parce que ses frères jouaient de la musique. Il jouait un peu, mais il n'y avait pas cette culture-là à l'école secondaire où on était. Il connaissait personne d'autre qui faisait de la musique. Et surtout, connaissait très peu de gens qui avaient les mêmes goûts, les mêmes affinités musicales. Et moi, j'ai commencé à faire de l'impro. En fait, je jouais au basketball, donc je n'avais pas nécessairement le physique de l'emploi, mais c'était ça mon sport au début du secondaire. Ils ont cancellé le programme après 2 ans. Rendu en secondaire 3, donc mon espèce d'activité parascolaire n'existe plus. Je me suis pointé au local d'impro parce que je me disais, on va faire quelque chose. Puis il y avait ça. Et je me suis mis à faire de l'impro en secondaire 3 avec, entre autres, Eric qui était en secondaire 5. Okay. Je sais qu'au secondaire, je sais pas dans les villes, tout est pareil tout le temps, là, mais dans la plupart, dans mon monde à moi, le monde en secondaire 3, ça se tient pas que le monde en secondaire 5. C'est deux, c'est comme... Non. Chaque secondaire est séparé. Il y a un gros gap. Peut-être une année, d'accord, mais 2 ans... Ouais, c'est particulier. Lui avait la particularité, justement, d'avoir beaucoup d'amis plus vieux dans l'année d'après. C'était beaucoup ça, sa gang. Fait que quand il était en secondaire 5, il n'avait plus de gang. Parce que la plupart de ses amis qui étaient avec souvent étaient rendus au cégep. Il s'est mis à faire de l'impro. Il connaissait bien ma sœur, Mylène. Et on s'est ramassé à avoir les mêmes... On s'est dit, lui, il est cool, il écoute de la musique cool. T'sais. On avait les mêmes goûts. Puis là, il se disait, lui, il devrait jouer, il faudrait qu'il joue avec moi parce qu'on écoute les mêmes affaires, puis on pourrait faire de la musique ensemble. Mais moi, je jouais pas de musique. Là. Fait qu'Éric, ça explique un peu sa nature, puis l'importance que ça a eu dans ma vie. Lui et Jean-Christian et les autres membres de ce groupe-là de musique que j'étais dedans. C'est-à-dire, ce moment-là symbolise beaucoup à quoi ça m'a servi. Puis Pierre Lapointe plus tard. De me forcer à faire des choses. Moi qui n'aurais peut-être juste rien fait. Fait que j'avais ce goût-là de la musique, je m'amusais avec lui, on parlait de ça. Puis... Mais il y avait une admiration aussi, parce que je veux dire sûrement que tu le trouvais cool, Eric. Justement, il était plus vieux. Il était plus vieux, il se tenait avec des amis encore plus vieux, il se tenait à ma soeur, puis il jouait du drum, il faisait des... il était cool. C'est ça. Puis là, moi, je me tenais avec lui. Lui, il me trouvait cool, même si j'étais jeune, parce qu'il trouvait que j'avais des... On avait des affinités. Peut-être qu'il faut préciser, c'est qui Éric Morin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui est devenu, je dirais, d'abord réalisateur de télé, parce que c'est quand même aujourd'hui, c'est ce qu'il fait le plus, même s'il travaille pour Moment Factory maintenant, donc chez Moment, il y a un peu de tout, là. Mais il fait encore de la télé, de la réalisation de télé, puis il a fait 2 longs métrages aussi. Dont tu as participé d'ailleurs à la musique. Le premier, c'était à la Chasse au Godard de BTB. Oui. Puis le film Nous sommes Gold plus récemment. Ouais. Fait qu'il a fait ses 2 longs métrages, il fait beaucoup de télé, il a réalisé Mange ta ville, donc magazine culturel. Grosse série. Qui était sa création avec Catherine Pogonat. Fait qu'Éric est devenu ça. Par après. C'est ça, mais au départ, on s'est parti un groupe de musique ensemble, mais vraiment, c'est un gars qui joue presque pas de drum puis qui veut jouer avec le gars qui joue pas d'aucun instrument. Puis à un moment donné, Éric m'est arrivé avec une guitare électrique. Puis il dit, je te la donne, on va la geler. Elle est rouge, mais je vais la peinture en noir. Puis c'est à toi, tu vas apprendre à jouer de la guitare avec ça, tu vas jouer avec moi. Puis j'étais comme, OK, mais t'as pris ça où? Il dit, j'ai trouvé ça dans le local du concierge de l'école secondaire, dans le garde-robe. C'est sûr qu'il n'y a personne qui se sert de ça. Fait qu'il l'a essentiellement volé à l'école secondaire, mais dans un dépôt, là, d'une ancienne époque où il y avait peut-être eu des cours de musique à l'école, je sais pas. Parce qu'il n'y en avait plus, là, maintenant. Il n'y avait pas ça. OK. Fait que là, moi, j'avais une guitare électrique tout d'un coup. Pas d'ampli, rien pour la brancher dedans, mais je pouvais jouer la guitare électrique. En même temps, à Rouen, y avait-tu est-ce qu'il existe des endroits pour aller faire des réparations d'instruments, tout ça, ou c'est pas non, vraiment? Moi, j'ai joué avec cette guitare-là un peu... C'est-à-dire que j'ai acheté des cordes, j'ai mis des cordes dessus. Okay. Je jouais comme ça, pas branché. Après ça, écoute, la première affaire que je me suis branché dedans pour faire du son, là, c'était des... tu sais, les machines à cassette avec un speaker intégré pour faire jouer des textes de compréhension orale. Oui, dans lequel on peut mettre un micro justement pour parler, mais là, tu fais brancher ta guitare. Ça fait de la distorsion intéressante qui est pas... La machine n'aime pas ça, là, mais j'ai branché la guitare là-dedans. À un moment donné, il y avait un ampli, on pouvait chanter là-dedans. Imagine le volume qu'il faut que tu mettes ça pour jouer avec un drum. Ça doit être fou. Fait que... Mais notre référent esthétique étant, notre idéal qu'on essaie d'aspirer à étant Bérurier Noir, on n'était pas loin. C'était pas loin, ça rentre de ça à Bérurier Noir. On faisait des tunes comme ça avec des riffs. Et puis Bérurier, si on s'entend de prise de son un peu bouette,
C'était ça. quand même Et ça. pas guitare drum, pas de bass. Exact. Un peu la même chose. Fait qu'on aspirait, tu sais, on était réaliste, on aspirait à ça, a priori. Fait que tu sais, c'est un départ un peu... après ça, il me disait... il y avait d'autres mondes qui jouaient de la guitare. Fait qu'on disait, OK, ben ça serait peut-être mieux que tu joues de la bass. Avec cette espèce de notion généraliste que le monde pense encore aujourd'hui, que jouer de la bass, c'est plus facile. Fait que on va switcher à la bass, puis on va avoir nos guitaristes. Fait que j'ai été bassiste un peu dans ce contexte-là pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on trouve un bassiste, que je redevienne guitariste, et que je devienne, comme d'autres chanteurs l'ont été avant moi, chanteur par défaut, parce que les autres savent pas chanter, parce qu'on n'en trouve pas, parce que, bon, à un moment donné, je deviens capable de chanter en même temps que je joue de la guitare. Ouais, ça, c'est un défi aussi, là. C'est ça. Fait que là, j'étais capable de faire ça. C'était vraiment comme... On n'a jamais... Je pense qu'il n'y a jamais personne dans cet environnement-là qui a cru comme c'est lui le chanteur, puis c'est ça l'affaire qui marche, là. Ouais. C'est plus comme... on veut participer à tel spectacle, on va monter 3 tunes, puis c'est Philippe qui va les chanter parce que... Puis l'écriture des textes, déjà, est-ce que c'était seulement toi ou vous étiez en groupe là-dessus? Ça a été beaucoup Eric pendant toutes ces années-là. OK. Et dans le groupe, Marco, qui était l'autre guitariste, qui était vraiment plus comme un gars, qui écrivait, c'est un gars d'idées, il y a des idées, il écrivait des tunes, qui écrivait ses propres chansons, qui était plus absurde, comique, comme individu et comme auteur. Donc, dans Gwenwed, il y avait ses textes à lui qu'on retravaillait ensemble, il y avait les textes à Eric, un peu les miens. Donc, moi, je suis devenu auteur un peu après, en parallèle, entre autres parce que justement, je me pliais pas tellement à l'esthétique commune, puis mes textes, ils fitaient pas tellement là-dedans. Puis, donc, tu mettais ça dans un petit livre, tu gardais ça de côté. C'est un peu la genèse de Philippe B, l'auteur. Tu sais, les chansons que je fais maintenant, c'est un peu le fait que ça, c'était assez différent pour ne pas fitter là-dedans, que je me suis retrouvé avec du contenu orphelin, que je trouvais bon, mais que je savais pas qui n'était pas apprécié par ce collectif-là, ou qu'il fallait trop transformer, puis que c'était des chansons plus personnelles, plus intimistes, plus tranquilles. Fait que c'est la rencontre entre deux facteurs. Le facteur que j'avais déjà ce genre de chansons-là dans mes cahiers, et que quand, par hasard et par un coup de chance, j'ai commencé à être guitariste pour Pierre, donc dans un contexte vraiment acoustique où je ne jouais que de la guitare classique, dans un duo, trio, très chanson française classique, non seulement ça devenait un peu ma job au quotidien, mais ça devenait ma job dans un contexte où le rapport au public, même si on sait c'est quoi, je l'avais jamais vécu de vraiment être dans une boîte à chansons devant 20 personnes assis à une table avec une bière, et avec ce niveau d'écoute-là, d'intimité, de proximité que t'as pas quand tu fais du punk à l'ESCO. C'est pas, t'as pas ce rapport-là avec l'auditeur, ou dehors au Franco devant 15 000 personnes avec des décibels. Là, c'était comme un rapport de « Ah, ils écoutent vraiment ce qu'on dit. Il y a vraiment... Tu leur parles entre les chansons, ils sont juste là. » Fait que j'ai comme découvert cette dynamique-là dans les shows de Pierre, comme guitariste et observateur de ça. Puis là, ça devenait plus facile de me projeter là-dedans aussi, parce que là, je le vivais au quotidien avec Pierre. Mais avant d'aller avec Pierre, tu étais avec le groupe Gwenwed. Après, tu es allé au cégep. J'ai été au cégep comme avant... J'étais dans Gwenwed comme ça, adolescent, secondaire, cégep, tout ça. Ensuite, j'ai étudié de mon bord en musique. Et Gwenwed, on a fait nos albums de création. Parce qu'on faisait du cover, on faisait des affaires en anglais, on faisait toutes sortes d'affaires. Fait que vraiment des albums alternatifs en français à Montréal, je les ai faits avec eux après le cégep. Donc le cégep, c'était un moment d'aller chercher des connaissances un peu plus techniques, écrites. Des aptitudes. C'est ça qui sont encore des outils aujourd'hui dans ce que tu fais. Donc tu décides, tu pars de l'Abitibi, tu décides de venir faire un tour à Montréal. Le band au complet bouge en même temps? Non, je dirais que les autres... un peu plus vieux, un peu on bouge tout un peu en parallèle, mais on jouait plus tellement ensemble pendant cette période-là où j'étais en musique, que j'étudiais en musique, les autres étudiaient, cégep, université, étaient rendus à l'université à Montréal. On a un peu reformé le groupe après. Là. C'est ça, le groupe est revenu plus tard. Ça, je me souviens parfaitement. Un peu à la fin de nos études respectives, je dirais que quand le monde, le switch que tu essaies de mettre à travailler, là, n'avait pas le même taux de chômage que maintenant. Non, c'est sûr. Un autre contexte. Mais quand tu es arrivé à Montréal, c'était quoi la raison? Parce que tu n'es pas faire un bac en quelque chose? Tu n'as étudié à l'université? Montréal, c'était vraiment le cégep en musique. J'ai fait le 2 ans de cégep généraliste
Ouais, obligatoire, Rouen, là, ouais, c'est ça. que ma mère voulait absolument que je fasse, malgré tout. Que je parte pas trop jeune, tout seul en appartement. Donc, j'ai fait finalement 4 ans de cégep parce que j'ai fait les sciences humaines et ensuite, j'ai fait juste la musique. OK. J'ai été refusé à Saint-Laurent parce que j'étais clairement pas prêt du tout en termes de théorie, solfège, notion et même en tant que guitariste. Ils m'ont accepté à Marie-Victorin, qui est un cégep un peu où le programme était naissant, il était plus ouvert, il y avait besoin d'étudiants. Oui, Fait c'est que ça. je suis rentré, le niveau n'était pas le même. Là. C'est ça. J'ai pu faire ce rattrapage-là. Donc, tu fais ton deck. Évidemment, quand on commence au cégep, on se fait plein de connexions. J'ai jamais vraiment su comment tu t'es retrouvé à jouer avec Pierre. Pierre, ça serait plus un cas de... Comment dire? Une blague que je pourrais faire, ça serait de dire ça vaut la peine de garder des bonnes relations avec ses ex. OK. Même quand ça finit mal ou qu'il y a quelque chose... S'il y a une rupture, c'est pas tout le temps joyeux. Non. Mais c'est resté mon ami. Et puis avec les années qui passent, à un moment donné, il n'y a plus de hard feelings. Puis là, c'était mon ami. J'ai fait Gwenwed. J'étais encore dans le band. J'ai travaillé chez Archambault. J'ai travaillé toutes sortes de job-in. J'étais sur l'aide sociale dans mon appartement à écrire des chansons. Et Pierre s'est retrouvé sans guitariste du jour au lendemain parce que son guitariste voulait retourner faire son bac en philo. OK. Puis là, il était comme juste... Pierre étant ce qu'il est, étant premièrement un gars qui arrivait à Montréal depuis peu de temps, voulait pas comme engager, genre appeler un gars de compagnie de 10, dire trouvez-moi un guitariste, un pro, il était comme un peu intimidé par ça peut-être. Il a demandé plus autour de lui. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer avec moi, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui comprendrait ce que je fais. Puis c'est vraiment la connexion. Dominique Reich, qui est un ami à Pierre de cette époque-là, qui connaissait très bien Dasha, qui est mon ami de fille, qui était ma blonde pendant des années, qui a juste dit, moi, mon chum, il est dans un groupe de musique, mon ancien chum, il est dans un groupe de musique, je suis sûr qu'il aimerait ça, qu'est-ce que tu fais? Il joue de la guitare depuis maintenant 10 ans. Veux-tu rencontrer? C'est vraiment juste comme simplement ça. Comme ça. Là. Je suis allé chez eux, je pense que j'ai joué de la guitare pendant 45 secondes. Parce que tu sais, tu joues de la guitare. Ouais, il y avait une guitare chez eux, j'ai fait des accords de guitare. J'ai montré sur la guitare classique. J'ai fait ça sur une tune, je suis en train de composer. Genre, j'écris des tunes, ça c'est ma tune, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Puis il y avait un vinyle de Barbara, puis j'ai parlé de Barbara avec lui pendant. Ah, ben là, tu l'as eu par les sentiments. Pendant 15 minutes. Puis il a fait comme, OK, ça c'est l'ami à Dasha, il connaît Barbara, puis il joue de la guitare, puis il écrit des chansons. Fait que je vais prendre lui. OK, simplement. Moi, j'avais pas de CV d'accompagnateur. J'avais, premier spectacle que j'ai fait avec Pierre, il a fallu que je loue une guitare, là, parce que la mienne n'était pas fonctionnelle. Là. Wow. Ma guitare se branchait. J'avais une guitare classique qui se branchait pas. Ah, OK. Puis là, c'était pas, il voulait pas la micer où ce qu'on allait jouer dans le café. C'est pas une guitare qui se branchait. Vieille école. J'ai la boîte à musique, me louer une guitare. C'était pas très professionnel. Donc, tu vas louer tu vas louer une guitare. Tu vas faire cette gig-là, puis finalement, quoi, Pierre dit, hey, ça te tente de continuer? Ben écoute, puisque j'apprends les chansons, il me donne sa maquette de son CD, il apprend ces tunes-là. Ouais. Puis, vu que j'apprends les tunes en accéléré, je l'accompagnais. Bon, c'était un spectacle à moitié piano, à moitié guitare. Il n'y avait pas vraiment d'arrangement. C'était soit. Puis il n'y avait pas encore un CD officiel. Pierre avait fait son album avec son guitariste d'avant. Il avait fait son espèce de démo. Son EP qui vendait dans les spectacles et tout ça, un petit album brun, le fait maison, avec déjà des très bonnes chansons. Il y avait des chansons comme Pointant le Nord, tout ça, qui ont été sur le premier album. C'est ça. Ensuite, on a en disqué, là, c'est moi qui ai joué sur le premier album, les guitares, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, donc les choses décollent quand même pas pire avec Pierre, parce que Pierre, ça s'est mis à aller assez vite. On jouait beaucoup avec juste le EP avant même de faire l'album éponyme de Pierre, on jouait beaucoup, là. C'est ça. Déjà, il avait gagné Granby, il y avait de la demande, le spectacle se vendait bien, c'était un petit spectacle acoustique qui se vendait bien. Donc on jouait beaucoup. Dès le premier été, j'ai été faire même avant son premier album, on a été faire Tadoussac, des choses comme ça. Puis là, Pierre, on a endisqué son premier disque avec des chansons du EP qui étaient déjà, on a refait des arrangements. Plus chargé, là, quand même. Oui, avec là. Jamassica, tout ça, on a fait un album plus produit. Moi, je jouais déjà ces chansons-là en spectacle. Il y avait d'autres chansons que j'apprenais à mesure. Fait que c'est moi qui ai fait les guitares pas mal sur ce disque-là. À quelques exceptions près, là, il y a Benoît Charette qui joue sur Columbarium, c'est guitare manouche et tout ça. Mais puis là, ça va être un autre niveau à sortie de l'album. Là.
Puis après, c'est parti pendant pas mal d'albums, en fait. Vous avez continué à collaborer Comme sur... guitariste, j'ai fait, j'ai fait La Forêt des Mal-Aimés, c'est un album qui a été fait assez rapidement après le premier. Pierre était déjà en foisonnement, là, était déjà assez était productif. La Forêt des Mal-Aimés, pour Pierre, au départ, c'était un album... C'est comme si on avait eu plein de shows de tournée qui ont été bookés avec le premier album. Puis là, Pierre écrivait des nouvelles tunes, puis il a dit... La raison pour laquelle ça s'est enclenché si rapidement, c'est qu'il a vendu à la compagnie de disques, je vais faire un album que je vais vendre en tournée de plus. Je vais faire un EP de 5 tunes avec mes nouvelles tunes. Puis là, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà mon album. Puis ils vont venir voir le show, puis ils vont avoir un album à vendre supplémentaire. De tunes qu'ils entendent dans le spectacle et tout ça. Fait que ça, c'était l'intention de départ. Mais en le faisant, Pierre s'est retrouvé avec 15 chansons. Fait qu'ils ont fait, tant pis, on fait un autre album tout de suite. Fait que Forêt des Malins est allé assez vite aussi. J'ai joué là-dessus. J'ai joué sur Sentiment humain après. Ouais. Puis après ça, je pense que l'album d'après, c'était un peu entre deux. Là, c'est-à-dire qu'il y avait... Oui, il y a différents staffs qui embarquaient là-dessus. Ça. Là, Pierre voulait changer de bande en tournée puis tout ça. Là, ouais. Mais à travers tout ça, tu as réussi à faire ton album éponyme, dans lequel tu es allé chercher... Bon, ce sont tes chansons, ce sont tes arrangements, ce sont tes idées. Oui, c'est toutes les chansons, paroles et musique. J'ai joué pas mal toutes les affaires dessus. J'ai eu une bourse du Conseil des arts pour écrire puis bricoler des arrangements, tout ça. Fait une couple d'heures en studio, là, à part, studio semi-professionnel qui était mieux que ma chambre à coucher. Là. J'ai présenté ça à Bon Sang, qui était un label vraiment de rock. Là. C'était pas ça qu'il voulait faire du tout comme sorte de musique. Ouais. Mais c'était mon ami, c'était mon claviériste de Gwen Wed pendant des années qui avait parti ça. L'album était fini, il restait juste à le mixer. Il a convaincu ses collègues, les gars, ça ne coûte rien. Là. On fait juste. On mixe, on sort. Fin d'histoire. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment le contexte de comment dire, de vivre au quotidien, à faire des spectacles, être en tournée dans le camion avec Pierre, Josiane, éventuellement Phil Brault et Guido un peu plus tard. Surtout au début avec Phil, tout ça, d'avoir comme d'autres gens à qui je jouais mes chansons, puis qu'eux n'étaient pas dans le projet comme quand je jouais mes tunes au gars de mon band, tu sais. Non. Puis qu'il n'y avait pas d'idée préconçue de qui j'étais, de ce que je devrais faire, de ce que les autres ils partaient de zéro. Je leur jouais ces chansons-là, puis ils me disaient, tu devrais faire tes tunes, tu devrais faire ça comme ça. Puis il y avait comme une nouvelle porte qui s'ouvrait de possible. Une prise de conscience, mais aussi de confiance. De confiance. Eux me donnaient confiance en disant, gars, ils me prenaient comme j'étais, là, plutôt que mes amis qui me connaissent depuis que j'ai 15 ans. Puis bon, tu sais. Oui, puis c'est un point de vue qui est important. Un point de vue extérieur, qui vient valider. Un nouveau regard extérieur de gens qui me donnaient comme un élan, tu sais. Puis Pierre a cette capacité-là aussi. C'est un gars de projet, c'est un gars, proactif. De la même manière que Eric avait eu ce rôle-là dans ma vie 10 ans plus tôt, de me dire, on fait, tu sais. On a 2 chansons et demie, on fait un show, là, tu sais, ce genre d'attitude-là. Oh, oui, attitude de rêveur un peu, mais en même temps fonceur, là, qu'on pourrait dire. Oui. Et donc, tu sors cet album éponyme, un peu à l'image de Pierre quand même, parce que vous deux, vous avez sorti des albums qui portaient votre propre nom. Et rapidement, le deuxième album, vous êtes lancé dans des concepts. En fait, moi, j'ai sauté, ça a été je dirais, le 3e album qui était plus un vrai concept élaboré. J'ai fait Taxidermie entre les deux. Mais qui est aussi quelque chose de conceptuel. Qui est quand même moins éparpillé que l'album éponyme où là, je savais pas, j'inventais ce que je faisais un peu. Parce que même le titre, je trouvais, puis même les sujets dans les pièces, une espèce d'affaire sur figer le temps qui est un peu omniprésent sur chaque chanson. Moi, c'était ça. Moi, comment je l'ai interprété, ce disque-là, c'était ça. On fige le temps. On se recule un peu puis on regarde ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait mieux. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété Taxidermie. Oui. Alors, et c'était beaucoup ça et la portion aussi, beaucoup le rapport à le temps, l'époque qu'on habite et les lieux qu'on habite. Comment ça fait de nous qui on est. Et si on change d'endroit, on devient quelqu'un d'autre et tout ça. Tu sais, c'est beaucoup... Oui, c'est encore vrai. C'est encore vrai. Après, il y a eu Variation Fantôme. On a travaillé ensemble là-dessus. C'était super, super le fun. Gros projet qu'on a... Qui, à la base, en fait, je me rappelle, on avait jasé tout de suite à la base. On pensait à un truc qui serait comme solo,
toi à la guitare, tu chantais, puis l'idée c'était que tu je sais pas combien de pédales sur la scène pour avoir toutes tes samplings, tes samples de musique classique. Je pense que tu l'as essayé 2 fois, je pense. Après l'album, j'ai fait des shows un peu tout seul avec les samples. Je l'ai fait un peu quand j'avais des demos. Tu sais, quand le contexte amenait que c'était un show que je pouvais juste faire tout seul, je le faisais un peu, mais tu sais, je pense qu'au final, j'avais 3-4 chansons où ça fonctionnait, là, vraiment, avec le sampling. Mais c'est rough. Ben, c'est parce que comme ça, là. Ouais, parce que dans les chansons sur l'album où il y a une chanson acoustique à laquelle vient se greffer un sampling, il y a aussi d'autres arrangements pour lier la sauce aux besoins. Ça aide beaucoup. Tu sais, mettons, le sampling il embarque, mais il y a aussi un drum, puis de la bass, tout ça qui fait qu'il n'y a pas juste il y a pas ce clash-là entre deux éléments qui n'ont pas l'air d'aller ensemble. En spectacle, ça faisait un peu cet effet-là. C'était plus facile d'avoir les samplings en spectacle quand j'avais aussi soit une section rythmique, soit comme quand je faisais avec les cordes, là, j'avais plus besoin de sampling, mais quand je faisais des chants trio avec une bass, avec des affaires, là, c'était moins bizarre un peu. Mais c'était beaucoup, là... moi, j'avais déjà fait le processus de sampling de même par défaut, même sur le premier disque. C'est vrai, oui. Ensuite, Taxidermie, il y en a quelques-unes. Et on a fait des choses ensemble après ça, de spectacle où on faisait des arrangements de cordes. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme s'il y avait ça dans mon processus, puis que toi, tu te disais, c'est cool ce processus-là, tu devrais faire ça comme... Au complet. Juste un disque de juste de ça. Fait que c'est un peu c'est un peu comme si tu l'avais synthétisé. Tu sais, c'est un peu comme si tu prenais des affaires que j'avais dans la tête et tu le simplifiais en me disant ça comme ça. C'est comme, prends cette affaire-là, fais un album juste de ça. OK. C'est dur à faire, mais la manière de formuler, de ramasser l'idée dans un processus simple, moi, j'aurais peut-être pas pensé que ça valait la peine de faire ça, que c'était... je le faisais un peu... Mais même moi, je me souviens quand on avait discuté de ça, puis on a fait pourquoi pas essayer, puis je peux pas te dire le plaisir que j'ai eu d'aller à la Bibliothèque nationale. Tu m'envoyais des tracks, j'écoutais des tunes. Des affaires, puis là, je partais avec une tonalité, mi mineur. Je jouais mi mineur, puis là, j'allais voir dans les sections de Schubert, des messes en mi mineur ou encore dans Mozart. Puis là, je revenais chez nous avec une espèce de pile. Je prenais des petits bouts, on s'échangeait. Moi, j'avais tellement de fun à penser. C'était tellement un exercice agréable. Ouais. C'est bizarre à dire. Moi, c'est ça que je faisais aussi, c'est ce que j'aimais aussi. Puis j'avais un élément que j'aimais là-dedans qui était un élément de hasard. C'était un peu comme si l'écriture en général, c'était ça aussi. C'est-à-dire, c'est comme collaborer avec le hasard, c'est-à-dire de ne pas être trop rigide, de laisser des idées, de laisser des accidents arriver et ensuite d'aller avec ces accidents-là. Moi, je le faisais moins dans les endroits officiels. J'allais genre magasiner des disques random, beaucoup dans une culture que je connaissais pas tant que ça. Donc pour moi, c'était encore plus abstrait de OK, là, je suis dans les vinyles usagés de musique classique, tu sais. Ah ouais, puis là, tu fais comme. Puis là, j'étais comme genre, hey, ça c'est beau, cette pochette-là. C'est vraiment juste. Puis là, derrière la pochette, il y a comme un genre de texte de présentation où il explique le concept de, tu sais, ou un peu la biographie du gars, quoi que ce soit, puis tu fais comme... Là, je viens d'avoir une idée pour un texte. Fait que c'est même pas... c'est vrai. En plus, c'est vrai que parce que les paroles sont en lien avec les affaires que je vais échantillonner. Là, je fais, OK, mais si je peux sampler ça, là, je pourrais faire une chanson qui parle de ça. Parce que ça me fait penser à quelque chose dans ma vie. Puis là, ben, j'achetais le disque à 4$. Puis là... Ah ouais, puis là, tu t'amusais. Je bricolais à écouter des idées là-dessus. Des fois, c'était même pas samplé, c'était juste emprunter... une ligne mélodique, puis c'était impossible à sampler parce qu'il y avait trop d'affaires, fait que je prenais une ligne, puis là, je faisais comme... Ça me faisait faire une mélodie que j'aurais pas faite autrement, et j'écrivais des paroles qui étaient en lien avec cette affaire-là. Mais c'était comme un peu... ça palliait au fait de travailler seul. C'est-à-dire que quand tu travailles seul, il faut que tu t'auto-génères des idées à partir du néant. Tu es tout seul dans une maison, tu dis, bon, j'ai pas d'idée, il faut que je parte de zéro. Là, tu as comme un genre de dialogue avec des collaborateurs avec qui tu travailles à leur insu. C'est ça, mais en même temps, c'est que c'est une ligne de conduite, tu te fais des règlements, là, tu sais. C'est tout ce qui est règlement, je trouve, c'est souvent là-dedans qu'on est plus créatif, qu'on dit, OK, je reste dans ce contexte-là, je bouge pas, puis comme tu dis aussi, tout en étant ouvert à ce que à fouiller, à aller explorer le nouveau sentier qu'on tombe dessus par hasard, là. Non, un petit trail ici, je m'en allais par là, mais là, il y a un petit sentier ici, je vais aller voir. Puis là, tu suis ça un peu ce hasard-là. Ouais. Mais ces contraintes-là...
Je me rappelle, j'expliquais le concept à quelqu'un à un moment donné qui travaillait, qui m'aidait à faire le visuel. On travaillait sur la pochette et tout ça. Puis là, fait que j'expliquais plus en détail l'affaire. C'est comme si la personne, en étant dans les... C'est comme si c'était quelqu'un qui travaillait à contrat, puis qui n'était pas un créateur, mais qui faisait de l'art, qui faisait du visuel, mais qui se faisait toujours dire quoi faire. Mais m'écoutait parler, puis il était comme « Ah, mais c'est bizarre, on dirait que tu passes un contrat à toi-même. » Tu te donnes comme « Faut que ça soit ça, faut que ça soit ça, faut que ça soit ça. » Puis c'était comme « C'est plate, tu te donnes... » Je dis « Oui, mais quand tu es juste dans mon rôle de créateur tout seul, dans le néant, dans le vide, avec le champ des possibles beaucoup trop infini, large, là, ouais. Les contraintes sont, comme tu dis, très utiles parce qu'à un moment donné, ça focus l'affaire de « OK, ben je vais pas aller là ou là ou là. Il y a trop d'affaires qui se peuvent à un moment donné. » C'est pour ça que c'est quasiment plus facile quand on me commande des chansons. Oui, parce qu'on t'en commande souvent, il y a des gens qui t'écrivent. C'est arrivé, puis là, ben, en général, je demande ben, de quoi tu veux parler, t'as-tu quelque chose à dire, donne-moi quelque chose. Là. Mm-hmm. Parle-moi de toi, donne-moi une. Tu sais, qu'est-ce qui te manque dans ton album, pourquoi tu me demandes à moi, qu'est-ce que tu veux. En général, plus c'est directif, plus ça m'aide, parce que même si on me donne une direction, je pars quand même de zéro, là, je suis quand même. Bon, il faut que j'invente une mélodie, faut que je trouve une phrase, tout ça. Puis. C'est tout le temps plus utile si la personne elle me dit ben je veux que la tune s'appelle comme ça ou je veux que ça j'ai vécu telle affaire que j'arrive pas à écrire une chanson là-dessus, ou des fois c'est genre vraiment on me donne une musique complète à écrire des paroles, on me donne des paroles avec une musique, je fais juste une partie, j'ai fait ça avec Pierre entre autres avec plein de monde, puis la contrainte est rarement le problématique, là, de dire là c'est trop serré, j'arrive pas à faire ça là-dedans. Là, non, c'est ça. C'est même ça aide beaucoup. Et donc, oui, donc cette variation fantôme-là, t'as sorti le disque, après on a fait une espèce de version un peu symphonique avec le Quatuor Molinari, puis plein de musiciens invités, puis on a eu vraiment du fun à faire ce projet-là. Le gros show, on a fait le show à l'église. À l'église Saint-Jean-Baptiste. On l'a fait réduit pour la tournée aussi avec... Ça aurait coûté un petit peu trop cher d'amener toute cette tonne de musiciens sur scène. Et juste après, donc tu as eu quand même, je pense que c'était 2 ans sur ce show-là, si je peux dire ainsi. On peut dire ça. Ensuite, tu as eu un autre album, celui-là qui s'appelle Ornithologie la nuit. Ça, tu m'en parles un peu. Comment, parce que justement, là, il y a un titre, il est assez fort, le titre. Il est parti d'où, exactement? Mon Dieu... C'est parti. Si je parle spécifiquement du titre. Ou de l'ensemble des œuvres qui sont dessus, là, les chansons. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'étais après Variation Fantôme, je voulais pas refaire la même chose, mais je cherchais, évidemment, la facture sonore de ça allait être quoi. Il y a 2 éléments qui guident, je dirais, souvent on reprend là où on a laissé. On est comme. Tu veux pas faire la même chose que le disque d'avant, mais tu dis, bon, ben. Peut-être soit volontairement ou juste inconsciemment, on reprend un peu ce qu'on a laissé. Je dirais que la première chanson que j'ai faite, c'est celle qui ressemble le plus à Variation Fantôme. Entre autres parce que c'était une commande de Radio-Canada qui me demandait de faire la même chose que j'avais fait dans Variation Fantôme jusqu'à un certain point. Il y avait le centenaire du Sac du Printemps. Ah oui. De Stravinsky. Okay. Quelqu'un chez Radio-Canada, je m'excuse, je devrais me rappeler de son nom, mais je me rappelle plus, là, une des femmes qui travaille là, avec qui j'ai fait des entrevues régulièrement. Elle s'occupait de faire des émissions, de faire toute la programmation autour du centenaire. Ils m'ont commandé une chanson, donc je ferais une chanson originale de moi qui serait en référence au Sac du Printemps, un peu à la manière des emprunts et des échantillons que j'ai fait avant. Donc, j'ai regardé ce que je pouvais sampler, ce que je ne pouvais pas sampler. Je suis allé tout de suite dans ce qu'il y a de moins atonal et de moins rapide dans le Sac du Printemps, parce que rapidement, tu écoutes ça, tu dis, oh, t'as une minute, c'est plus facile de faire du Voivode que de faire du Philippe B avec ce contenu-là. Là. Oh, oui. Ça ressemble plus à du métal dissonant qu'à de la chanson folk. Fait que j'ai été dans le passage, d'abord le seul passage plus tranquille. Lyrique. Qui est le sacrifice de la Vierge et tout ça. Et c'est ce passage-là de clarinette basse en quarte que je pouvais pas sampler parce qu'il y avait plein d'autres choses, mais j'ai pris la ligne mélodique de ça et la thématique du sacrifice au printemps. Après ça, je sors du Sac du Printemps complètement, je reviens à moi. Je dis, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi le sacrifice du printemps?
Fait que l'idée à laquelle j'en suis venu, c'est la vente de garage. C'est le printemps, on fait du ménage. C'est le ménage du printemps. Ouais. On sort les cochonneries, on fait une table, puis on vend les affaires. Et donc, c'est une chanson sur une relation de couple et sur ce que ça symbolise de vider la maison, de se débarrasser du passé un peu, avec cette ligne-là de clarinette basse. Puis pourquoi j'en parle de début de choses, c'est parce que cette couleur-là m'a servi beaucoup pour l'ensemble de l'album. Les clarinettes basses, les vents. Ouais. Qui sont restés présents. Sur ornithologie, beaucoup. Dans ma tête, c'était bon, OK, c'est les oiseaux. Après ça, je suis allé dans l'espèce de truc, l'abîme des oiseaux, là, je pense que c'est l'œuvre de Messiaen, là, avec la clarinette basse qui fait des longues tenues et tout ça. Le dit sampling de musique classique est encore présent, mais moins quand même. Ouais, c'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt, exactement. C'est de l'emprunt beaucoup. Et Ornithologie, la chanson, c'est la chanson écrite dans l'appartement donc de ma blonde, qui était ma nouvelle relation à ce moment-là. C'est beaucoup un album sur le début de cette relation-là. J'habite chez elle pendant qu'elle n'est pas là. Mm-hmm. Et dans ses livres à elle, sur sa table de chevet, il y a le guide des oiseaux de l'Amérique. T'sais. Le guide des oiseaux de l'Amérique du Nord, c'est son livre à elle. Puis moi, je regarde ça comme... Parce qu'il y a ça là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est à la fois à cause que j'avais déjà tous les vents, les culs, tout ça, que c'est ça, tu sais, Messiaen utilisait ça pour évoquer, bon, les oiseaux. La nature. La nature, les oiseaux. Là, j'ai le livre le guide des oiseaux. Je suis dans l'appartement de quelqu'un qui n'est pas là, la nuit. Fait que c'est ces éléments-là, donc vrais, où je fais un exercice de style un peu. Et je continue dans l'emprunt en faisant... Quand j'ai pensé oiseaux, ornithologie, j'ai dit oui, mais ça, mon passé d'étudiant en musique jazz me ramène à OK, ça existe déjà. Ornithology, Charlie Parker. Exact. OK, c'est quoi Charlie Parker? C'est quoi Ornithology? Il y a 1 et 2. Ornithology de Charlie Parker dans le fake book. Je regarde ça, c'est tels accords, telle mélodie. Donc, c'est un accord primaire mineur et un accord, la fonction 4 dominante. C'est ça un peu les deux accords. C'est à la place que la fonction 4 soit mineure, c'est un accord dominant. Fait que c'est pas... Puis la ligne mélodique, là, c'est le thème de Ornithology. Ah, mais ça, je savais pas ça. Mm-hmm. Mais ça ressemble un peu. C'est le contour est là. Ouais, le contour mélodique, c'est Charlie Parker. La couleur des brasses, c'est Stravinsky. Puis il reste une chanson folk, tu sais, normale. Ouais. Fait que c'est encore l'idée d'emprunt, mais sans la contrainte, tu sais, comme sans genre, je peux faire une tune qu'il n'y en a pas. Je peux faire, tu sais, j'ai plus le pattern qu'il faut que OK, il faut que toutes les tunes soient... Non, c'est ça, t'es plus lousse. T'es plus lousse là-dessus, mais je peux encore me servir de ce levier-là pour aller chercher une twist dans une tune, comme la trompette dans Nous irons jusqu'au soleil. C'est une ligne que j'aurais jamais inventée. C'est vraiment une ligne de trompette de Vivaldi. C'est très baroque... joyeux. L'arrivée du roi, là, tu sais. Fait que c'est comme une genre de ligne que je me dis, OK, ça, c'est une trompette. Fait que c'est une ligne de trompette. Genre, ça va être intéressant. Ça va faire très Beatles parce que les trompettes des Beatles étaient inspirées de Vivaldi. Ce que McCartney disait. Fait que moi aussi, on va aller voir dans Vivaldi s'il y a des trompettes baroques qui peuvent faire une ligne mélodique très, très joyeuse. Fait que j'ai pris cette ligne-là. J'étais pas dans la bonne tonalité, peu importe. Ça m'a fait un genre d'idée de riff de trompette. Puis... J'avais beaucoup de vocales de filles dans l'album et j'avais pas de trompette. Et comme ça, c'était un peu comme un élément qui venait juste dans cette tune-là. Puis là, ben, ça devient utile d'avoir quelqu'un qui est pas musicien, qui est pas réalisateur, qui est pas dans l'affaire, qui était ma blonde à ce moment-là, qui était comme OK, ben pourquoi c'est pas des voix? D'abord, tu dis, il faut que tu rajoutes des voix de filles dans plein de tunes. Puis là, la trompette n'a pas rapport. Ben, il fallait juste faire par des voix. J'étais comme, mais non, mais c'est une ligne de trompette. Puis là, je me suis trouvé vraiment niaiseux en le disant. Comme si, parce que c'était comme un projet de ligne de trompette. Ça appartient à la trompette. Ça appartient à la trompette, ça peut pas être d'autre chose. Moi, j'ai fait ça ben niaiseux comme réflexe. Ça m'a borné. Mais non, c'est pas borné, c'est juste on est attaché à nos idées des fois, puis même à un concept de base, tu l'avais entendu en trompette, tu te dis, faut que ça soit absolument ça. C'est un peu à ça que je la fais pas beaucoup, là, je travaille beaucoup tout seul, mais c'est un peu à ça que ça sert, la collaboration. Des fois, de sortir de sa tête, puis de sortir de des gens d'affaires qu'on prend pour acquis, puis qui sont bloqués dans notre tête, là. Ah oui. Fait que à mon avis, c'est devenu plus intéressant quand cette ligne-là de trompette
très répétitive, est devenue comme un thème vocal. Ben oui. T'sais, les choristes, quand je monte des shows, ils trouvent ça bizarre, genre, à apprendre cette ligne-là. Là. Ils se trompent tout le temps, ils en font un de trop, un de pas assez. C'est une drôle de ligne vocale. Mais c'est un processus d'emprunt qui mène à des idées originales. Ouais, puis du vocal comme ça, c'est toujours du vocal ambiant. C'est toujours très beau, tu sais, aussi, là, tu sais. Et là, on est dans Ornithologie en 2014. 2017, t'arrives avec La Grande Nuit vidéo. Ça, c'est le dernier disque que tu as sorti. Ça fait un bout de temps maintenant. Ça fait un petit bout. Là, on est dans la vidéo, La Grande Nuit vidéo. On parle de films. Il y a beaucoup de références au cinéma. Je dirais que c'était un cinéma, entre autres. Oui, l'écran, la fiction. La fiction, c'est ça, la fiction. Et là, des emprunts, il n'y en a pas vraiment, à ma connaissance, dans cet album-là. Je pense. À mon avis, je dirais zéro. Il y a peut-être des choses que j'oublie, là, mais je pense qu'il y en a mais pas, tu vas vraiment. Je pense que c'est le plus chanson brute de tes albums. Chanson. C'est pas pop dans le sens de léger commercial, mais c'est des formes de chansons peut-être plus straight. Exact. Mais là, suite à ce disque-là, on est en 2022. Je sais que toi, tu te donnes pas des pressions des deadlines obligatoires d'écriture. T'as jamais été vraiment comme ça dans la vie. J'avais un rythme qui se plaçait malgré tout. 3-4 ans environ. Oui, là, c'est plus long. Le processus était plus long. J'ai pas décidé. C'est comme si j'avais décidé dans la transition grossesse, paternité, de dire que ça va me donner un lustre de 6 mois, 1 an. Là. Mais de grossesse, congé paternité est devenu la pandémie. Donc, la transition d'être à la maison à temps plein et de finalement avoir la garderie, ça passe. Ça rentrer à la garderie à 2 ans et demi plutôt qu'à 1 an. Là. Ah oui, non, ça retarde. Quand on faisait un bébé, on se disait pas on va la mettre à la garderie à 2 ans et demi. Là. C'était pas ça le plan. Non. Fait que des garderies, il y en avait pas. Après ça, il y en avait on pouvait pas rentrer, fallait avoir des masques, fallait avoir, non, c'était compliqué. Il y a déjà ce moment-là un peu intense que tous les parents vivent de dire je prends mon enfant de, disons, 1 an, puis je le donne à une étrangère et je m'en vais chez nous. Là, là il fallait que je le fasse en le mettant dans un building dans lequel je peux pas rentrer, je peux même pas aller voir à l'intérieur. Ma fille, je vais la donner à une madame qui porte un masque toute la journée, un viseur, une visière en plastique. Ça nous a un peu fait retarder le moment clé là, de faire cette transition-là. Donc, j'ai eu la petite à la maison plus longtemps. J'écrivais des chansons de travers, mais un rythme plus ralenti un peu que ce que j'aurais fait normalement. J'ai eu plus de temps dans la dernière année, donc le rythme s'est accéléré un peu. T'es avancé un peu? Je suis très avancé. Okay. Je dirais je sais pas, les auditeurs de ce podcast écouteront ça à quel moment exactement, mais c'est d'actualité. C'est-à-dire que moi, je retardais, j'avais des maquettes, je voulais que les maquettes soient convaincantes, puis tant qu'en avoir plusieurs, je préférais les envoyer ensemble pour que les gens avec qui je vais travailler, là, à la compagnie, au label et tout ça, qui me donnent du feedback sur un tout. Plutôt qu'envoyer une tonne à la fois. Là. Fait que j'ai envoyé 11 chansons. Là. Oh my. Terminées. Okay. Puis les chansons pas terminées, je les ai pas envoyées. Là. Terminées, tu veux dire premier jet, parce que maintenant, c'est, comme tu dis, c'est chez toi ou et après tu irais en studio refaire tout ça? C'est pas les vraies versions. Pas les vraies versions. C'est vraiment les maquettes maison assez bien faites pour comme mettre vraiment la chanson en valeur. Là. Je vais avoir le feedback sur la chanson. Bien comprendre les autres chansons. Comme Jean-Christian, mon gérant, quand il a parlé la première fois de ça, la semaine passée, sa question c'était ça. Il dit qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute? Parce que c'est quand même assez bien fait, des enregistrements maison. Il était comme c'est-tu l'album que j'écoute? C'est-tu ça? C'est-tu les vraies versions, les vraies takes de voix? Wow. Non. Mais ça aurait pu, tu sais. Mais c'est pas les arrangements que j'ai... Puis t'as bisouné ça tout seul, là, t'as travaillé, c'est toi, ou t'as engagé des gens pour venir faire quelques prises? Non, là, c'est ça. Tout ce que je veux faire par des instruments que je joue pas, là, des bacs, surtout mettons, des choristes, puis sections rythmiques, des affaires comme ça, je le fais pas. Là. Je fais des versions acoustiques des chansons. Okay. L'album va être plus habillé que ce qu'eux ont reçu. Mais ça fait partie du feedback que je vais chercher aussi. C'est-à-dire, voici une version acoustique, j'ai l'intention de l'habiller, suis-je dans l'erreur? Est-ce que
c'est quoi la meilleure version de ça à votre avis. Je vais chercher qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez pas. Bon, tu sais, juste feedback général de sensations, de feeling, puis après ça nous permet de discuter les mêmes discussions, puis les mêmes dilemmes, puis les mêmes challenges qu'à tous les albums, c'est-à-dire des idées tu sais, en étant mon propre réalisateur, ben, j'ai toujours un peu les mêmes questionnements de dire, bon, ben, c'est quoi l'esthétique? C'est plus habillé, c'est plus produit, c'est plus fait maison, c'est plus c'est plus conventionnel, c'est plus weird. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Est-ce que tu t'es donné une ligne de création, une limite, justement, pour celui-là, ou pas trop? Je dirais que le contexte étiré dans le temps à travers la vie, là, tu sais, qu'on a eu, là, qu'on a eu, j'ai pas eu ce focus-là. Ça donne un peu, genre, j'ai pas de... Il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de ligne comme ça parle tout de la même affaire, tout ça, c'est comme plus... J'ai pas le temps d'écrire des chansons. Ah, finalement, après-midi, j'ai du temps, je me suis au piano, bon, je fais une toune. OK. Ça n'a pas de lien avec la chanson que j'ai faite le mois passé, peu importe, je sais pas ce que tu... Fait que j'ai pas ça. Ça aussi, ça fait partie du feedback que je vais chercher, c'est-à-dire, envoyez-vous. Oui, c'est ça. Peut-être que moi, j'en vois pas, mais peut-être qu'il y en a une. Ah, des fois, il y en a. Des fois, c'est caché, puis c'est involontaire. Hein? Oui. Des fois, tu es en train de créer, tu penses que tu es... On se révèle, puis il y a quelque chose qui ressort de ça. Moi, je pensais... Ce que j'ai réalisé la semaine passée qui est drôle, c'est que il y avait certainement une frustration de créateurs dans le contexte, tu sais, comme... C'est comme si on projetait, bon, moi, pour bien travailler, j'aurais besoin de tel... que ceci arrive, que ce soit ça le concept, j'aurais besoin de travailler dans tel espace avec... tant de temps et tout ça, puis là, je l'ai pas. Non, c'est ça. Puis là, ben, j'écris des tunes un peu au travers, malgré tout. Puis là, j'ai donc hâte que ça se tasse, puis que j'ai mes journées, puis que j'ai un autre espace de travail bien organisé. Puis là, j'ai fait des chansons. Il y en a que ça fait 4 ans que j'ai commencé, là, la tune. Là, puis je l'ai fini le mois passé. Là, wow. Ça traîne. Il y en a qui sont écrits depuis longtemps. Puis là, j'en ai écrit un petit peu plus rapidement dans la dernière année, 6 mois. Puis là, je vais chercher le feedback. Puis là, les gens me disent, ah, ben voici, moi, c'est bien tes tunes, j'aime ça, parfait. Mes chansons préférées, c'est ça. Puis là, tu fais, ben c'est toutes les tunes que j'ai faites dans des conditions pas optimales, tu sais. OK. Sont comme peut-être meilleures que ce que j'ai fait quand les circonstances... Il n'y a pas il n'y a pas de règlement là, qui dit que ça prend tel contexte pour faire de la bonne... C'est la bonne chanson. Ouais, je me disais, ben, ça va être bien meilleur, mais que j'ai cet espace mental-là, mais que j'ai la possibilité de pouvoir commencer une tune puis de la continuer le lendemain, pas 2 semaines plus tard, tu sais. Ouais, non. Mais il s'avère que les chansons que j'ai fait envers et contre tous dans le contexte pas optimal, elles voulaient vivre, là, tu sais. C'était des idées légitimes qui ont trouvé leur chemin malgré ça. Puis c'est pas parce que c'est pas bon ce que j'ai fait récemment, mais c'est certainement pas meilleur, là, tu sais, c'est comme, il y a pas de... Un peu comme si on n'avait pas d'excuse, finalement, de dire, bon, ben, c'est tout un moyen que les idées trouvent leur chemin, ou peut-être, d'une drôle de façon, c'était des chansons que, si je les faisais malgré tout, c'est parce que ça venait vraiment d'une nécessité. Tu sais, cette idée, tu sais, j'avais vraiment comme quelque chose, tu sais, genre, non seulement j'avais vraiment le goût de travailler et d'écrire des tunes, mais quand j'avais une idée, genre, j'y croyais vraiment, puis je le faisais comme... Tu sais, j'ai des maquettes là, d'enregistrement sur le téléphone, que je joue la tune au piano, puis que ça, tu sais, ça crie en arrière, puis que... il y a de la vie, là. Ça coupe sec, puis je fais comme, bon, ben, ça va être ça. Puis je le faisais malgré tout, parce que je chantais comme tu sais, il y avait une vraie pulsion, là. Ouais, une urgence, en quelque sorte, là. Ah, mais c'est cool, en tout cas, j'ai hâte d'entendre ça. C'est très avancé, je sais pas, justement, la cohésion de ça. Je sais pas en quoi ça diffère ou que c'est similaire à ce que je faisais avant. J'ai pas ce recul-là parce que j'ai fait 11 maquettes puis je les ai envoyées là, à peine cette semaine. Wow. Fait que je suis là-dedans puis je vais être beaucoup dans la arrangement, réalisation, production de ça. Dans les prochains mois, là, ce qui est excitant, parce que c'est, en plus d'écrire des chansons, on n'a pas beaucoup parlé, mais t'es réalisateur aussi, t'as réalisé pour
quand même pas mal de Pas monde. mal. Je l'ai pas fait beaucoup cette année. J'irai un an et demi. Rapidement, pour les nommer, il y a Émile, entre autres, Émile Bilodeau. Oui, les 2 premiers d'Émile. Le dernier, il l'a fait avec Bro, justement. Oui. J'ai fait les 2 premiers albums des Sœurs Boulay, 2 et demi, parce qu'ils ont fait aussi, Ouais. on a fait aussi un EP. J'ai fait l'album d'hommage à Desjardins. Ouais. J'ai fait Pierre-Léry Cudon il y a longtemps. Un album que j'aime beaucoup, tu sais. Donc, je suis très Ouais. content. Fait que ça, j'en ai fait pas mal. Ça continue à être dans ton univers un peu. Oui, si la demande est là. Je cours pas trop après, tu sais. On n'est pas full proactif de courir après des contrats de réal, mais c'est des relations. Je fais aussi beaucoup de ça, j'ai continué plus à le faire, là, de la vraiment travailler sur les chansons du monde, avec, Ouais. tu sais, sur leurs textes, beaucoup. Toi, les accompagner pour. Ouais, c'est comme du mentorat, là, mais c'est pas du mentorat de monde qui sont au même niveau que moi, disons. Là, c'est pas, Ouais. tu sais, c'est pas des étudiants. Là. Ben, un peu comme les humoristes qui invitent. J'ai Ouais. plein d'amis humoristes qui invitent d'autres humoristes, puis ils sont comme, ben, écoute-moi, prends des notes, puis après, dis-moi ce qui marche. Ouais, ce qui ils marche travaillent pas, le là, texte t'sais. ensemble. Ouais. Souvent, les auteurs, on est un peu tout seul avec nos idées, en chanson. Fait que ça, j'ai fait ça avec beaucoup de monde. Puis dans certains cas, c'était un peu jumelé à la commande de travail de réalisation. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu comme si les gens me choisissaient moi comme réalisateur parce que je fais aussi ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Avec les Sœurs Boulay et avec Émile, c'était beaucoup ça. C'est-à-dire, c'était un clé en main où je fais aussi le travail en amont de Ouais. rentrer dans les tunes. Puis des fois, ben, je fais juste d'un tune, puis la réal, tu sais, travail, production d'albums, studio, tout ça, c'est quelqu'un d'autre, là. Ouais. Fait que ça, j'ai fait ça dans les dernières années avec... là, je fais Loïc April. Ok. J'ai fait Simon Kearney qui sort son album là. Il a déjà sorti un single. Mhm. Donc, plus pop, plus des tunes rock, tout ça. Ouais, qui est étrangement pas nécessairement ce que on n'appellerait pas de tes services pour ça, là. Non, puis j'ai écrit... tu sais, on rentre dans toutes les tunes. C'est comme si j'avais collaboré à toutes les tunes, mais j'ai pas de crédit d'écriture. C'est beaucoup juste pour bouncer des idées. Dans son cas, j'ai comme une chanson que je vais avoir des crédits, puis j'en ai un autre que j'ai vraiment écrit le texte au complet. OK, C'est littéralement. comme, il y avait une tune avec qui disait des phrases random en anglais, il n'y avait pas d'idée de parole du tout. Fait que j'ai pris un peu de la phonétique de son affaire, puis à un moment donné, j'ai eu un déclic de « Ah, ben, ça pourrait être ça ». Puis j'ai le texte écrit au complet, là. Wow, c'est cool, Fait ça. que, Ça, c'est sorti, non, c'est sorti. Il a sorti son single, d'après moi, son album, c'est... C'est bientôt, là, ouais, évidemment, là. tout à fait, c'est ça. Parfait, Ça va être on suivra ça. Mhm. Cool, excellent. Écoute, Philippe, je pense qu'on est rendu à la prescription. Oh, mon Dieu. Et c'est parti, on y va avec notre prescription de la semaine. Philippe, tu vas commencer avec 2 suggestions. Je t'écoute. Suggestion musique, OK? 2 fois. J'écoute de ce temps-ci, c'est drôle, je fais de la chanson acoustique, mais j'écoute du rock. Tu sais, j'écoute OK. je suis beaucoup dans des vieilles affaires du post-punk que j'ai comme pas écouté dans ma vie avant, mais que je redécouvre maintenant. Et entre autres, à cause d'un truc qui est pas du tout de l'époque, qui est un truc de maintenant, j'ai comme trippé fort sur le dernier disque de Parquet Courts. OK, je connais pas. Et c'est aussi tous les albums, c'est-à-dire que c'est pas comme le dernier album il est bon. Ce qui est particulier, c'est que pour un band aussi post-punk, l'album il est pas tant que ça, il est presque plus proche de Talking Heads puis du OK. New Wave que vraiment ce qu'il faisait de plus rapide et agressif avant. Mais c'est intéressant ce virage-là parce que c'est vraiment bon. C'est vraiment le fun, le switch qu'ils ont fait, ça marche. Peux-tu redire le nom encore? C'est comme le mot parquet Parquet, OK, oui. en français. Ouais. Courts, Ok. C-O-U-R-T-S. OK, Quartz, Parquet Quartz. OK. Puis c'est pas tellement l'album que le band au complet, je dirais. Tu sais, c'est comme, ce qu'il y a de meilleur, c'est presque l'album Light Up Gold puis Sunbathing Animal, des albums d'il y a 7-8 ans, Ok. que j'écoutais beaucoup. Puis là, j'ai ça dans la tête parce que le dernier disque est vraiment cool aussi, en étant malgré le fait qu'il est très différent.
OK, je connais même... Écoute, j'ai jamais entendu le nom du band. Il faut dire aussi que ce style-là n'est pas tant mon genre, c'est mais... ça. Je trouvais ça intéressant d'amener ça ici dans ton podcast, justement. Même si ça ressemble pas à du Philippe B, et même si c'est pas... et zéro moi non plus, mais pourquoi pas. Excellent. Et bonne suggestion. Quoi d'autre? Dans un genre plus... je vais aller dans quelque chose de plus connu, qui est mon coup de cœur d'affaires convenu, d'écoute, easy listening de la semaine. Si jamais il y a des gens d'entre vous qui... Tout le monde connaît le Getz Gilberto de Bossa Nova classique, Girl from Ipanema. Si jamais vous avez écouté ça, mais vous n'avez pas écouté Astrud Gilberto, son album à elle, c'est parce que vous manquez quelque chose. Mm-hmm. Son album solo de Astrud Gilberto, sorti à peu près la même année. Là. OK. On parle de soi. C'est vraiment... Je pense que dans la foulée, il en vendait tellement, ils ont dit, OK, on en fait... T'as-tu d'autres choses? Elle chante sur The Girl from Ipanema, elle chante sur quelques chansons là-dessus. Ouais. Et l'album, je pense que si tu regardes les dates sur Internet, je pense que c'est la même année. Là. Wow. Fait que de Astrud Gilberto album, c'est très gentil, là, c'est très cute, là, mais c'est écœurant. OK. OK. Je vais... Ça, c'est de toute beauté et c'est fait en écoute musicale. Donc, c'est très différent de l'autre affaire que j'ai suggéré avant. Puis, il n'y a pas le saxophone de Stan Getz, mais il y a tout ce qu'on peut imaginer au niveau sonore, les cordes enregistrées au Brésil en 1966, très kitsch, mais somptueuse, là, avec ce vocal-là, un peu, presque un peu décalé, presque proche de Nico. Puis ça, tu as toujours eu de l'affection pour les voix à la Nico, justement. Tout à fait, c'est une chanteuse... Bon, il y a des chansons en anglais, des chansons en portugais. Puis c'est de la bossa cool, mais vraiment arrangé. C'est de toute beauté. Fait que ça, c'est juste okay. ça se prend bien. Ben, bonne idée. Moi, j'y vais avec un artiste que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, mais peut-être que tu le connais, Helado Negro. Connais-tu ça? Non. Ça, par contre, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai pas le droit de faire jouer des extraits. À cause de Spotify, iTunes, on n'a pas le droit de faire ça ici. Il faut avoir une licence. Oui, bien sûr. Donc, quand on va arrêter de discuter, quand je vais refermer la machine, on va l'écouter ensemble. Écoute, son vrai nom, c'est Roberto Carlos Lange. Il est connu sous le nom de scène, justement, Helado Negro. C'est un musicien américain. En 2019, il avait reçu des United Artists Fellow Music Prize. Et depuis ce temps-là, il a fait quelques albums. C'est un peu psychédélique soft. Et il y a du vocal. Il y a beaucoup de vocales féminins qui font justement des espèces d'ambiance. C'est un peu croche. Volontairement croche. Tu sais qu'on dit à des musiciens, est toujours en arrière du beat. Lui, c'est sa directive première. Je trouve ça cool. Ça tire le tempo vers l'arrière. Ça tire pas un peu le tempo en arrière. Et puis même quand ça groove, ça fait ça. Moi, j'ai adoré. Puis particulièrement, il a sorti un album, c'était en 2021, donc ça fait pas si longtemps. L'album s'appelle Far In. Si vous voulez vous initier. Après, si vous aimez Far In, vous allez avoir un vilain plaisir d'aller écouter les 2 autres albums qu'il a fait dans le passé. C'est un gentil monsieur en entrevue. En plus, si vous allez sur YouTube, vous allez voir des entrevues, il explique tout son processus de création. C'est soft, ça fait du bien. Vous faites une balade, vous écoutez ça, ça va vous amener ailleurs. Il y a un peu de synthétiseur, il y a de la guitare, pas trop de percussion. Puis des jolis textes. Donc, à découvrir Helado Negro. Alors, à toi. Je vais rester dans la musique, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Une des raisons, on parlait de mon album La Grande Nuit Vidéo. Qu'est-ce qui m'avait amené par là? Beaucoup de l'écoute de musique de film, que c'est pas... La chanson, c'est autre chose. Mais parfois, des couleurs, des textures, des sortes d'arrangements, tout ça, il y avait beaucoup de choses que j'avais vraiment allumées de musique de film. Récemment, c'est même pas à cause du film, je dirais que le contenu, le film qui va avec, je sais même pas c'est quoi, je sais pas si ça vient de où. C'est des films japonais. Un compositeur qui s'appelle Eiko Ishibashi. Ishibashi. Musique de film, mon Dieu, je me rappelle même pas c'est quoi le titre du film, une affaire avec une voiture, Drive My Car.
Ah, c'est-tu Drive My Car? Ouais. OK, ben oui. Super film, ça. Puis, je sais pas si c'est ça le titre du film. C'est un film japonais, un peu contemplatif. Exactement, j'ai lu devant moi pour la musique Drive My Car. Exactement. Eiko Shibashi, c'est écœurant, mais c'est comme, encore une fois, très... c'est pas si loin de ce que je parlais d'Astrid Gilberto. Il y a un côté un peu lounge, easy listening, avec du Fender Rhodes, tout ça, mais juste assez décalé. C'est vraiment... ça s'écoute bien, mais bon, dans la catégorie musique instrumentale planante, l'album au complet... très redondant parce que c'est le même thème repris dans différents moments du film de différentes façons. Mais la pièce principale de ça et la pièce principale de son album qu'il a fait pour Jack McCoy. Oui. Qui est un hommage. Qu'elle a fait, je devrais inciter. C'est une femme. Non, mais je veux dire, c'est vrai, j'oubliais. C'est correct. Non. C'est ça pour Drive My Car, entre autres, mais c'est ça, elle a un band, tu disais. Je sais pas. Pour moi, je sais qu'elle travaille avec Jim O'Rourke, qui est un peu son collaborateur. Entre autres, oui. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu dans l'esprit de certaines choses que O'Rourke a faites, effectivement. Puis, c'est comme un hommage au personnage de l'avocat dans Law and Order. OK. Qui s'appelle Jack McCoy, qui est joué par un comédien qui s'appelle pas Jack McCoy. Non. C'est comme le gars qui a joué dans Law and Order pendant comme 20 ans, là. OK. C'est comme s'il avait fait un album de musique hommage à ce personnage-là, inspiré du personnage de Jack McCoy. Wow. Je pense que ça s'appelle Music for Jack McCoy. Il y a 2 pièces très longues, plus expérimentales et tout ça. Puis il y a une pièce qui s'appelle Ask Me How I Sleep at Night. OK. Sur l'album de Jack McCoy. Ça ressemble à du Miles Davis de Birth of the Cool puis Kind of Blue, là. Un genre de thème de harmonisé là, de cuivre, là. Ça c'est vraiment écœurant. Puis ça a le côté, ça a ce côté-là un peu musique de policier, là. Film policier, un peu comme Ascenseur pour l'échafaud. Fait que c'est ce côté-là un peu lounge, jazz, musique de film. Entre autres, puis aussi, ce que je vois en ce moment, ce que je lis, ça dit expérimental. Oui. Aussi, elle a écrit de la musique, des chansons aussi pour des gens. Oui. Elle fait toutes sortes de trucs. Oui. Eiko Ishibashi. C'est comme si l'aspect expérimental, il était pas... je dis pas que c'est rébarbatif en général, mais c'est un peu comme si les idées étaient très digestes, mais qu'elles sont déclinées sur à un moment donné, ça va être plus weird, là, tu sais, puis elle va prendre l'idée, puis elle va l'étirer, puis tout ça. Mais c'est pas expérimental comme... C'est à la fois très joli, très comme... Il y a un petit côté kitsch, lounge dedans. Ah ouais, qui est volontaire, là, évidemment. Oui, avec juste, à un moment donné, un thème joli, avec comme un niveau de juste d'atonal, comme temporaire. Juste, ça détonne un peu, ça revient. Un peu comme... là, j'ai l'air perdu parce que j'oublie les noms. Là. Mais vous savez, la musique du film Jackie... Oui. Puis du film avec Scarlett Johansson. Under the Skin. Son nom, c'est... Ah oui, je me souviens. Elle a été en nomination, justement, aux Oscars pour ça. Violoniste... Qui a aussi un band et tout ça, là. Oui, qui fait toutes sortes de trucs... toutes sortes de trucs assez étranges. C'est Mikachu. Mikachu, puis elle a elle-même... Mikachu, elle a toutes sortes de trucs. Elle fait des chansons, mais très expérimentales encore une fois aussi. Là. C'est le même niveau de genre qu'il y a des cordes, de musique classique, de films, jolies, puis qui viennent comme dissonantes, comme temporairement. Là. Il y a ça dans Jackie. Oui. Le thème principal. C'était fantastique, la musique là-dessus. Ça chierait, comme on dit. Oui, ça chierait juste un peu. Ouais. Puis il y a ça un peu chez Eiko Shibashi aussi. OK, cool. Est-ce que ça se termine là ou t'en aurais une petite dernière? J'ai recommandé seulement de la musique. J'irai en extra rapidement. Atlanta, série télé. Je connais pas. Tu connais pas la série télé Atlanta? Oui, excuse-moi. Pour l'instant, je pensais que tu disais Atlantis, qui est l'espèce d'affaire de science-fiction. Ça aurait pu, en tant que fan de science-fiction. Non. Atlanta avec Danny Glover. Tout à fait. Et espèce de comédie. Ils sont rendus à 3 saisons, si je me trompe pas. Moi, j'y suis venu sur le tard, donc je suis là-dedans maintenant. Je suis même pas terminé la 3e saison. Moi, j'ai rien vu de la 3e encore. OK, t'as vu les autres? J'ai vu les deux, et tout le monde m'a dit que la 3e, ça va ailleurs. Il se passe comme des choses assez intéressantes, même dans l'écriture, puis dans l'évolution des personnages, ça va
Oui, ben là, je pense, si c'est bien la 3e saison, on est en tournée en Europe. Là. C'est ça, exactement. Ce qu'ils font. Que je n'ai pas vu. L'épisode en Angleterre est fantastique sur les... c'est encore une fois, ça dérape complètement, les parties qui dérapent, mais avec un épisode sur sur les relations raciales et sur le white guilt. Peux-tu faire un petit résumé de la série, juste pour que les gens comprennent un peu? 2 cousins, un gars qui fait du rap, puis qui a un succès spontané avec une chanson à un moment donné, puis qui est comme un nouvel arrivant, le début de sa carrière de faire du hip-hop, et son cousin éduqué à Princeton, mais qui vient de la même classe que lui, qui se met dans la tête de profiter de profiter de l'occasion pour être son gérant, je vais m'occuper de toi, moi je suis intelligent, je connais les chiffres, je suis capable de, je vais m'improviser ton gérant, et le gars il accepte parce que c'est son cousin, il dit bon c'est ma famille, je peux y faire confiance. Donc c'est le processus parallèle, le rapper qui vend de la drogue, puis qui est plus un gars de la rue, puis son cousin qui découvre le job d'être un gérant de rapper, et des épisodes un peu satellites qui sortent du narratif principal, parfois comme l'épisode où ils font des pastiches de pub. Oh oui, non, c'est complètement cinglé. Mais c'est super créatif, ce show-là. Super créatif, super le fun. Ça fait partie dans les nouveaux shows des dernières années. Atlanta, c'est un de mes bons. Il y avait BoJack Horseman aussi qui a fait partie. Qui sont, sans réinventer trop de choses, juste par... justement, en sortant de la direction principale du show, ben, on propose des choses différentes, puis ce qui fait que ça se déstabilise, mais en même temps, ça fait rire, en même temps, on est ému. Donc, il y a toutes sortes de trucs qui se dégagent. C'est un show qui n'est pas complètement non conventionnel, mais il y a des dérapages, il se permettent certaines libertés, puis le fond fonctionne. Là, vraiment bien. On ne t'a pas encore, évidemment, tu viens d'offrir à ta gang de bon sens, ton étiquette, les premières pistes de ce disque. Il n'y a pas de titre encore choisi. Non, j'aimerais bien ça. Ça m'aide beaucoup quand j'ai un titre de travail, j'en ai pas vraiment. On va jaser ça tantôt. Mais en attendant, on verra bien quand ça sortira. Je voulais souligner, te remercier encore une fois pour avoir mis main à la pâte de ce podcast en m'offrant un thème musical. Pour ceux qui ne le savent pas, ce petit thème, parce qu'on peut voir le nom de Philippe dans le générique de l'émission, mais le thème qu'il a écrit, c'est celui juste après la lecture de la biographie officielle de l'invité. Il y a une espèce de transition qui m'amène à l'entrevue, quelque chose de planant, un peu buzzant. On pourrait l'écouter pendant au moins 5 minutes puis avoir du fun. C'est Philippe qui a fait ça. Donc, merci encore, l'ami. C'est très, très apprécié. Puis, man, tu reviendras. Fais attention à toi. Oui. Cool. Toi aussi. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.